Allô, bienvenue à Distanciation sociale, l'émission spéciale des journalistes de RAD en ces temps de COVID-19, troisième épisode. On vous l'a promis, on est avec vous et on reste avec vous jusqu'au bout du confinement parce que, comme l'alcool et le pot, on est un service essentiel. Aujourd'hui, à l'émission, mettre le Québec sur pause, est-ce la bonne façon de stopper le virus? Est-ce le bon moment pour se convertir au survivalisme? En tout cas, plusieurs le font. Et la reprise des cours à distance au cégep et à l'université, c'est pour quand? Bienvenue à Distanciation sociale. On est prêt, là? Tout le monde est là? Ah, j'en reviens. Shit, mes écouteurs. OK, on passe ça. On est une toute petite équipe autour de la table virtuelle aujourd'hui, mais on a des nouveaux visages. D'abord, Marie-Ève, d'ailleurs, qui nous parle en direct de sa quarantaine. Comment est-ce que ça va, l'isolement, chez vous, Marie? Ben, je pense que je suis un peu dans la même situation que tout le monde maintenant. Quand je suis revenue de voyage, j'étais toute seule à être isolée. Puis maintenant, ben, c'est le quotidien de pas mal tout le monde que je connais. Donc, ça se passe bien. Je voulais te dire, Marie-Ève, n'hésite pas, là, si je peux t'aider à quoi que ce soit, là, faire tes courses, aller faire ton épicerie, n'hésite pas, ça va me faire un grand plaisir. Quoique, il y a des gens qui habitent pas mal plus près de chez toi et à qui ça ferait sûrement très plaisir de t'aider, n'est-ce pas, Simon? Oui, avec grand plaisir. Désolé hein, si je t'ai un petit peu mis sur le spot. Écoute, Simon, toi, aujourd'hui, tu joues le rôle de la personne qui a un instrument de musique dans son background pour remplacer Nicolas, n'est-ce pas? Oui, exactement. J'ai mon saxophone qui remplace ces belles guitares. Tu vas pouvoir terminer l'émission sur un solo. J'ai très hâte de t'entendre. Julien, toi, tu es le seul à avoir été là, présent pour chacun des trois premiers épisodes. Je voudrais te remercier pour ta fidélité, c'est très apprécié. Ça fait plaisir, je suis content de compléter mon tour du chapeau aujourd'hui. On commence l'émission avec un petit bilan du jour, le bilan statistique. D'abord, au Canada, il y a une augmentation à l'heure où on se parle, c'est-à-dire 15h40, une augmentation de près de 500 cas. Il y a 2590 cas de la COVID-19 au Canada. Il y a 112 personnes qui ont guéri de la maladie et on recense 25 décès, soit un de plus qu'hier. Au Québec, en fait, c'est au Québec qu'il y a le plus grand nombre de cas parmi toutes les provinces du Canada. Il y a maintenant 1013 cas. On a franchi la barre des 1000 cas. Il y a 385 cas de plus qu'hier. Il y a 67 personnes qui sont hospitalisées au Québec. 31 personnes sont aux soins intensifs. Une personne a guéri de la maladie. Et on recense 4 décès au Québec. Ça, c'est stable par rapport à hier. Alors, les nouveautés aujourd'hui, on a écouté les points de presse de Justin Trudeau et de François Legault. Les nouveautés sont les suivantes. La direction régionale de la santé publique de Montréal confirme qu'il y a des cas de transmission communautaire de la COVID-19 à Montréal, c'est-à-dire transmission entre personnes sur le sol québécois, donc pas seulement des gens qui l'ont attrapé à l'étranger, mais bien des gens qui se le passent sur le territoire du Québec, sur le territoire de Montréal. C'est une information qui a été confirmée par le docteur Horacio Arruda, directeur de la santé publique du Québec. Il y a de la transmission locale, il doit y en avoir même pas seulement à Montréal, à certains endroits. Elle n'est pas pareille d'un territoire à l'autre, tout dépendamment de l'histoire du nombre de cas. François Legault, au point de presse, a quant à lui martelé que c'est pas le temps de faire des soirées, des soupers avec votre beau-frère, votre grand-père, vos amis. C'est pas le temps. C'est la pire chose qu'on puisse faire. À Ottawa, aujourd'hui, un nombre restreint de députés sont de retour en chambre pour adopter les mesures économiques d'urgence du gouvernement. On sait le gouvernement Trudeau qui a annoncé la semaine dernière un plan d'aide de 82 milliards de dollars pour tenter de relancer l'économie et d'aider en fait les entreprises qui vivent le ralentissement et les travailleurs qui vont être sur le chômage ou qui le sont déjà. Dernière nouvelle à l'international, cette fois, les Jeux olympiques d'été ont été officiellement reportés d'une année. Donc, au lieu de se tenir cet été au Japon, ils se tiendront en 2021 au Japon. Et maintenant, Marie-Ève, on en a parlé brièvement dans l'introduction, le Québec est mis sur pause, a été mis sur pause pour une période de 3 semaines. En fait, ça va commencer à partir de ce soir à minuit et au moins jusqu'au 13 avril. On demande aux gens de rester chez eux. Toutes les entreprises et tous les commerces qui ne sont pas essentiels sont fermés.
On se donne 3 semaines, en fait, pour voir si ces mesures fonctionnent. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Toi, tu t'es intéressé à ce qui se faisait ailleurs à travers le monde. Est-ce que c'est une bonne stratégie? En fait, c'est la stratégie qui est adoptée un peu partout dans le monde. C'est aussi la stratégie qui a fonctionné en Chine, dans la province de Hubei, d'où est partie l'épidémie. Aujourd'hui, après 2 mois de confinement, la Chine n'a presque plus de nouveaux cas. Donc, il reste des cas de gens qui reviennent de l'étranger et qui sont mis en quarantaine en Chine. Mais on semble avoir réussi vraiment pour l'instant à contrôler la propagation et on va commencer dès demain à lever les mesures de confinement en Chine. Donc, ça semble fonctionner. Et le lockdown, c'est une mesure qui a été reproduite à différents degrés presque partout en Europe, notamment en Italie. L'Italie qui détient maintenant le triste record du plus grand nombre de morts causées par la COVID-19. Et disons que la liste des pays qui adoptent des mesures de confinement s'allonge chaque jour. Mais tu parles de la Chine, tu parles de l'Italie. En Chine, on dirait qu'ils ont réussi là, à aplatir la courbe, alors qu'en Italie, tu as dit, c'est le triste record des décès. Il y a plus de 6800 personnes qui sont décédées. Pourquoi est-ce que ça marche dans un cas et pas dans l'autre? En fait, c'est pas les mêmes mesures de confinement. Les pays font pas exactement la même chose. En Chine, tout a été fermé, les gens sont restés chez eux et surtout les gens ont respecté les règles, notamment parce que la Chine c'est un régime autoritaire, mais aussi, dit-on, parce que culturellement, les Chinois vont être plus enclins à collaborer avec les autorités. Donc, il y a cet aspect-là. Et en Italie, le confinement a été progressif. On a pris des mesures peu à peu. Un exemple, l'Italie a fermé ses écoles début mars, après 107 décès. Chez nous, au Québec, on se rappelle, on a fermé les écoles à la mi-mars, alors qu'il n'y avait pas de morts encore. Donc, on n'est pas dans la même approche, on répond pas au même moment. Et même la Chine, qui appuie l'Italie dans ses efforts pour combattre le coronavirus, dit depuis un certain temps qu'il faut que l'Italie fasse plus, qu'elle doit tout fermer, notamment. Puis, on a aussi parlé de l'indiscipline des Italiens. On parle encore de milliers d'infractions samedi dernier pour le non-respect des mesures de confinement. Donc, les mesures n'ont pas été toujours prises au sérieux. T'en as parlé, Marie-Ève. Nous, on a la chance de ne pas être les premiers à être frappés par ce virus-là. Donc, de pouvoir apprendre de l'expérience des pays qui ont subi la COVID-19 avant nous. Il y a un pays qui semble avoir tiré son épingle du jeu mieux que les autres, qui fait office un peu d'élève modèle. C'est la Corée du Sud, là, avec un taux de mortalité très bas, de moins de 1%. Et ils ont réussi ça sans confinement. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Corée? En fait, il y a eu des mesures de confinement, mais ciblées dans des foyers d'infection, en fait, des foyers de contamination. Puis, il y a eu certaines communautés religieuses, notamment, qui ont été confinées. Mais ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a testé les gens de façon hyper agressive. On a aussi développé, notamment, là, des tests de dépistage à l'auto et ça inspire même le Canada aujourd'hui. On le voit, on en développe ici aussi. Et ça fait dire à certains qu'il faut tester plus, pas à tout vent, tout le monde, mais élargir la portée des tests. Pas juste ceux qui ont des symptômes évidents et qui reviennent de voyage ou qui ont été en contact avec quelqu'un qui revient de voyage, comme c'est le cas actuellement au Québec. Mais il y a un enjeu. En fait, le gouvernement Legault a mentionné que des choix sont faits parce que il y a des enjeux à moyen terme de disponibilité des kits de dépistage. On pourrait en manquer. Autre élément qui expliquerait le succès de la Corée du Sud, c'est que le gouvernement s'est notamment donné le pouvoir de collecter les données cellulaires puis les données de carte de crédit des citoyens infectés pour identifier leurs récentes allées et venues. Et il a mis ça en ligne. Donc, les gens pouvaient aller voir les différents déplacements des personnes infectées et voir si eux-mêmes avaient côtoyé, rencontré des gens qui étaient infectés. Donc, c'est une mesure qui est mise en place en Corée du Sud. C'est quand même une brèche importante dans la vie privée des gens. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire ici? Est-ce que ce serait accepté socialement? Est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Ce sont toutes des bonnes questions. Mais c'est une des raisons du succès de la Corée du Sud là, pour combattre le nouveau coronavirus. Voilà. Bon, gars, c'est ta première présence à l'émission. Tu vas t'habituer à le dire là, de plus en plus. Marie-Ève, prends ton temps. Mon cher Simon, on se tourne vers toi parce que depuis le début des mesures de confinement, on a vu dans les épiceries des tablettes vides, on a vu des chicanes pour du papier de toilette, des pénuries de désinfectants en main. Il y a vraiment une crainte qu'il manque de ressources, là. Ça, c'est réel chez plusieurs personnes. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette crainte-là, qui ont des réserves de nourriture pour des mois
et des mois, les survivalistes. C'est un mouvement qui visiblement est en pleine expansion ces temps-ci. Et toi, tu t'es intéressé à ces gens-là qui, de toute évidence, doivent avoir le sentiment d'être plus smart que les autres, là, qui ont vu venir la crise et qui sont mieux préparés que les autres. Ouais, ils sont nombreux à être assez fiers de ça. Ils sont des centaines aujourd'hui à vouloir joindre les groupes de survivalistes sur Facebook. J'ai parlé avec certains d'entre eux et eux insistent pour dire que ce ne sont pas les preppers là, ou les survivalistes qui dévalisent les épiceries et les grandes surfaces en ce moment. Parce que eux, ça fait très longtemps qu'ils ont leurs provisions et parfois, ça leur permet de durer des années comme ça en autarcie, tapis dans leur demeure. Il y a plusieurs aussi qui m'ont confié, qui ont été la cible de moqueries de la part de leur entourage, de leur famille, de leurs voisins au courant des dernières années. Et aujourd'hui, ces gens-là se disent rira bien, qui rira le dernier. Donc, je t'invite à écouter certains d'entre eux. On fait à moi le malin maintenant. Ça fait 4-5 ans que tu ris de moi, puis là, tu viens me poser des questions. Là, c'est plus le temps. Là. Il te reste juste la panique quand t'as rien chez vous. Du jour au lendemain, on est passé d'individus bizarres à spécialistes en survie internationale. Là. Bref, c'est comme si on venait de graduer de l'université en 3 jours. Là. Mais c'est qui ce monde-là, Simon? Je veux dire, c'est-tu du monde qui travaille sur la construction? C'est-tu des avocats? C'est qui les gens qui craignent cette fin du monde-là? J'ai envie de te dire que c'est un peu monsieur, madame, tout le monde. Je suis pas mal certain que même à Radio-Canada, il y a des survivalistes. Ce sont des gens qui se préparent pour des catastrophes et ils ont l'occasion présentement de tester leur capacité à survivre, là, finalement. Là. Et qui dit survivalisme dit généralement des gens qui font pas confiance en l'État. Malgré le fait là, qu'on encense, en tout cas, que certains encensent le leadership de François Legault présentement, ce sont des gens qui croient qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'imagine donc que ça vient avec son lot d'armes à feu, un survivaliste. Souvent. C'est pas nécessairement tous les preppers qui ont des armes à feu, mais tous ceux avec qui j'ai parlé, en tout cas, avaient un petit arsenal, éventuellement, clairement, pourchassé, là, parce que c'est une façon de durer lorsqu'il y a une catastrophe, mais aussi parce que ces gens-là veulent se défendre, parce que certains survivalistes croient qu'ils pourraient éventuellement devenir des cibles, en fait, le jour où la nourriture ou les denrées viendraient à manquer. S'il y a un bris de normalité important qui implique qu'on se défende, ça aussi, on en a de côté. Tu parles des armes, ça? Des armes, des munitions, que ce soit un gilet pare-balles ou peu importe, on a ce qu'il faut. Je vais t'avouer, Simon, je suis allé faire mon épicerie en fin de semaine, puis il commençait à manquer de certains trucs, puis je me suis passé la réflexion, là, est-ce que je devrais en acheter plus? Est-ce que je devrais faire des provisions? Est-ce qu'ils ont raison, ces gens-là, d'accumuler toutes ces denrées-là? Est-ce qu'il y a réellement un risque qu'on manque de nourriture, qu'il y a une pénurie? On a tous vu les images de tablettes vides, mais le gouvernement du Québec et les grandes chaînes d'alimentation nous confirment qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il y a même assez de papier de toilette pour tout le monde, donc aucune raison de paniquer. Bon, ça, c'est réglé. Je suis très heureux de l'apprendre, Simon, que nous ne manquerons pas de papier de toilette. D'ailleurs, tu as écrit un article complet sur le sujet, pas le sujet du papier de toilette, mais le sujet des survivalistes. Voilà. On va placer la référence dans les commentaires sous la vidéo. Je te remercie, Simon, très apprécié. Merci. Julien, on a eu beaucoup de questions dans notre boîte de messages Facebook là, à RAD concernant la reprise des cours dans les cégeps et universités, ce qui nous fait croire, d'une part, que notre public est un public relativement jeune, étudiant au cégep et à l'université, mais ce qui nous a fait nous-mêmes nous poser cette question-là sur cette reprise de cours, est-ce qu'elle sera possible? Parce que le week-end dernier, on l'a appris, le ministre de l'Éducation a dit que pour les étudiants du primaire et du secondaire, la reprise des cours ne serait pas avant le 1er mai, mais pour les cycles post-secondaires, on vise une reprise des cours à distance le 30 mars. Est-ce que c'est réaliste? Comment ça va fonctionner, ça, Julien?
D'abord, il faut dire que peu importe ce qui se passe, il n'y aura pas de retour en classe physiquement là, pour les cégeps et les universités comme pour les primaires et les secondaires. Il faut aussi comprendre que les universités ont une plus grande marge de manœuvre, c'est des entités plus indépendantes, ce qui fait qu'il y a des écoles comme l'Université du Québec à Rimouski qui a déjà pris la décision d'annuler tous les cours qui ont au moins eu une évaluation dans la session d'hiver et de donner la liberté aux profs de soit faire passer ou couler les étudiants, donc de donner les crédits sans qu'il y ait d'influence sur la cote globale. Donc ça, c'est une mesure qui a été appréciée, mais qui fait que les cours vont jamais être repris. Les cégeps, la différence, c'est que c'est une réponse unifiée du gouvernement, c'est un diplôme donné par le gouvernement, et donc, ce que le ministre Roberge a dit, les cégeps retourneront en classe le 30 mars. Peu importe le cours, le programme, le lieu. J'ai donc appelé Caroline Canel, elle, c'est la présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, qui représente 46 syndicats de profs de cégep. Pour elle, il y a beaucoup de questions qui attendent encore d'être répondues. Un exemple, qu'est-ce qui se passe pour les profs qui devraient s'occuper d'un enfant à la maison pour encore quelques semaines, ou pour les profs qui, techniquement, sont pas super à l'aise avec les nouvelles technologies. Donc, ces questions-là restent donc sans réponse. Et pour elle, ça fait que le retour généralisé le 30 mars, c'est peu réaliste. Mais elle m'a aussi dit, tu sais, s'il y a des programmes, des cours qui ne reviennent pas lundi prochain, je pense que les gens n'en voudront pas aux institutions. Tu sais, on est dans une situation inédite, exceptionnelle. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. C'est pour ça qu'il y a encore plusieurs rencontres cette semaine entre ce qu'elle appelle les partenaires de l'enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation. Sauf que pour l'instant, le mot d'ordre, c'est « arrangez-vous pour donner des cours en ligne ». Mais techniquement, je veux dire, la haute vitesse n'est pas disponible dans toutes les régions du Québec. Il y a des contraintes technologiques, des contraintes techniques. J'imagine que ce n'est pas tout le monde qui a un Internet à la maison. Donc, est-ce que ça va être possible? Exact. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas, par exemple, d'ordinateur portable, qui sont toujours sur leur téléphone cellulaire pour les étudiants. Quoi faire donc pour les régions qui n'ont pas de vitesse, comme tu l'as dit. Les cours techniques qui ont besoin d'être en laboratoire aussi, des choses comme ça. Fait que c'est beaucoup de ces réponses-là qui font que, à la place d'avoir une réponse unifiée, il faudrait qu'il y ait une approche cégep par cégep, programme par programme, cours par cours, mais aussi personne par personne. Il y a une pétition qui circule depuis dimanche qui demande que le modèle privilégié par l'Université du Québec à Rimouski, donc d'annuler les cours et de donner les crédits sans note aux élèves, ce soit appliqué partout dans les études postsecondaires pour mettre un peu le monde sur un pied d'égalité et qu'il n'y ait pas de discrimination aussi. J'en ai parlé tantôt avec l'instigatrice de la pétition, on va l'écouter. Pour moi, ça pourrait être facile de terminer ma session, de faire ça à distance de la maison, mais je pensais aux gens autour de moi, puis plus largement aux étudiants puis aux étudiantes à travers tout le Québec qui n'ont pas nécessairement cette chance-là. Moi, je suis privilégiée dans tout ça pour vrai, justement d'avoir le matériel à la maison, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas travailler dans le milieu de la santé. J'ai pas de parents à risque, particulièrement d'avoir la COVID-19. Donc, à l'heure d'enregistrer cette émission, il y avait 71 500 signatures sur le site web. Donc, ça veut dire que ça a quand même eu beaucoup de succès. Un grand écho, reste à voir qu'est-ce que ça va donner et comment les institutions vont démêler ce casse-tête-là dans les prochains jours. Oui, merci Julien. On va essayer de rester au courant de cette situation-là et de tenir notre public au courant des développements dans les prochains épisodes. Je te remercie, c'est très apprécié. Merci Marie-Ève, merci Simon, merci Julien aussi. Merci à toute l'équipe derrière la caméra qui travaille en coulisses pour rendre cette très modeste émission possible. On voudrait aussi remercier tout le monde à la maison de commenter, de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire. On va essayer d'y répondre dans les prochains épisodes. Aussi, on aimerait savoir de quoi a l'air votre quotidien en temps de confinement. Donc, vous pouvez nous envoyer des petites vidéos. On va essayer de concocter quelque chose avec ça. Et voilà. Et si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à le partager parce qu'il s'agit d'un contenu d'information. Et comme le dit la campagne gouvernementale, propage l'info, pas le virus. D'ailleurs, on tousse dans le coude, on lave les mains et on se revoit bientôt jeudi prochain. Salut! Et ma fille vient se réveiller. La voulez-vous dans l'épisode? Oui. Oui, montre-le. Attends. Elle nous a laissé travailler pendant que... Allô? Allô, Maxime? Allô, Maxime, c'est toi, hein? On est dans l'écran. Allô, Maxime? Mais Finn, elle a dormi pendant tout l'enregistrement. Bravo, Maxime. Bravo, Maxime. Bravo, Maxime.